Bonjour, donc on va continuer notre cours sur l'analyse et la conception orientée objet. On va commencer par le diagramme de collaboration. Donc après de commencer le diagramme de collaboration, on va faire un petit rappel. Donc on a déjà vu un exemple de diagramme d'interaction et on a déjà dit que les diagrammes d'interaction, ce sont les diagrammes qui décrivent les interactions entre les objets d'un système. Donc soit il décrit les interactions des objets à l'intérieur du système ou bien avec l'extérieur du système. Donc on a vu un exemple de diagramme d'interaction qui est le diagramme de séquence. Et on a dit que le diagramme de séquence, le scénario qui décrit le diagramme de séquence, il suit une dimension temporelle, c'est-à-dire il est exprimé grâce à la ligne de vie. C'est-à-dire si on veut lire un scénario qui existe entre les objets ou bien qui déroule entre les objets à l'intérieur du système ou avec l'extérieur du système, on suit ce qu'on appelle une ligne de vie. C'est-à-dire on lit le scénario de haut vers le bas. Donc, existe un autre diagramme d'interaction dit diagramme de collaboration ou bien diagramme de communication. Donc ce diagramme, lui aussi, il décrit les interactions entre les objets. La différence entre lui et le diagramme de séquence, c'est que la dimension temporelle de le diagramme de collaboration, il suit ce qu'on appelle un numéro de séquence. C'est-à-dire, ici, si on veut comprendre plus, c'est-à-dire que les objets sont séparés dans l'espace et la liaison entre ces objets, on peut le suivre suivant un numéro de séquence. C'est-à-dire dans le diagramme de séquence, pour lire un scénario, on suit une ligne de vie. Par contre, dans le diagramme de collaboration, pour lire un scénario, on suit ce qu'on appelle un numéro de séquence qui existe dans l'espace, qui lie un ensemble d'objets. Grande correspondance entre le diagramme de séquence et le diagramme de collaboration. De telle façon, on peut toujours traduire un diagramme de séquence à un diagramme de collaboration, comme on peut aussi traduire un diagramme de collaboration à un diagramme de séquence. Donc maintenant la collaboration, c'est-à-dire quoi la collaboration? C'est-à-dire j'ai un ensemble d'objets qui collaborent entre eux pour donner un scénario. Donc dans la collaboration, on a en général deux descriptions. La première description, c'est au niveau de la spécification. C'est-à-dire ici, le diagramme de collaboration, il se concentre sur les rôles qui existent entre les éléments qui collaborent entre eux. C'est-à-dire que les éléments décrits dans le diagramme de collaboration sont exprimés avec ces éléments. Soit un rôle anonyme de la classe C, soit un rôle R de la classe C, soit un rôle R. Par contre, dans la description spécifique, c'est-à-dire cette description ou bien la collaboration entre ces éléments ici, elle est faite entre les objets. C'est-à-dire la notion qui se présente dans la collaboration qui décrit la spécification, c'est-à-dire au niveau de l'instance, il est concentré sur la notion des objets. Donc les éléments qui se présentent dans cette collaboration, elles sont décrites de cette façon. C'est-à-dire, soit on trouve un objet anonyme, c'est-à-dire instance de la classe C, et on a déjà dit qu'une instance, c'est-à-dire c'est un élément d'une classe C, ou bien un objet d'une classe C. C'est-à-dire, on dit toujours, on fait une instantiation d'une classe, c'est-à-dire on est en train de créer un objet à partir d'une classe C. Donc ici dans sa description, c'est en fait, quand on dit description spécifique, c'est comme on est en train de décrire des objets qui existent dans la description générale. Donc le deuxième élément, objet anonyme, instance de la classe C jouant le rôle R. Objet anonyme jouant le rôle R, objet O, instance de la classe C jouant le rôle R. Ce sont les quatre éléments qui peuvent être présentés dans une collaboration qui décrit la spécification. Pour plus d'explications, alors au niveau de la spécification, c'est pour décrire le contexte. C'est-à-dire
c'est-à-dire on est en train de former un graphe. Il forme un graphe de rôles liés par des rôles d'association. Donc les rôles sont présentés à l'intérieur de la classe et ils sont présentés à l'extérieur de la classe avec dans l'extrémité d'association. Donc les rôles des associations sont des textes respectant la syntaxe des étiquettes d'association, comme diagramme de classe. Donc comme on a déjà dit, donc ce diagramme de collaboration, il présente le contexte. Par exemple, ici j'ai le rôle ascenseur de la classe cabinet qui collabore avec la classe porte. Cette classe porte qui joue le rôle de porte. Donc ici, les rôles sont exprimés soit à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire ascenseur qui joue le rôle d'un cabinet, soit dans l'extrémité de la classe, c'est-à-dire dans l'association. C'est-à-dire ici, par exemple, la porte, elle joue le rôle de la porte. Donc ce diagramme de collaboration, il décrit plutôt le contexte. Par contre, quand on passe à la description spécifique, c'est-à-dire les éléments sont présentés sous format d'objet. Donc pour faire la différence entre une classe et un objet, donc les éléments d'objet sont toujours soulignés. C'est-à-dire quand on souligne un élément, c'est-à-dire c'est une instance d'une classe. Donc les classes sont pas soulignées. Donc le diagramme représente une instance du diagramme au niveau spécification avec des stimules. C'est-à-dire le niveau d'instance, c'est une instance ou bien c'est un élément de la description générale. Donc les stimules, ce sont des instances d'un message envoyé d'un objet vers un autre. Donc ici, dans cette collaboration, on a la présence du message. Donc ici, on dit un objet anonyme de la classe. Ici, on dit un objet anonyme, instance de la classe cabinet qui joue le rôle ascenseur, qui collabore avec un objet anonyme de la classe porte. Et la collaboration est effectuée avec un message qui s'appelle ouvrir. Donc, pour résumer, pour faire la différence entre une description générale et une description spécifique, donc dans une description générale, on a la présentation des rôles et on a la notion, les éléments sont sous forme de classe. Et il décrit ce qu'on appelle le contexte. Par contre, dans la description spécifique, qui peut le considérer comme une instance de la description générale, donc ici les éléments sont décrits par des objets et on a la notion des messages, c'est-à-dire la collaboration entre les objets s'effectue avec l'envoi des messages. Maintenant, on va entamer la partie des messages. C'est-à-dire quoi un message? Donc un message, c'est un signal envoyé de l'expéditeur vers le destinataire et qui a un nom, c'est-à-dire une étiquette. Donc avant de passer à la syntaxe du message, on va voir quels sont les types de messages qui existent. Donc on a un message simple, donc j'ai un autre message, un message, c'est en fait c'est un peu comme un message simple, et j'ai un message de retour, autre type de message, message réflexif ou bien dit des rebonds. Pour l'étiquette de message, donc, le syntaxe est le suivant. Donc chaque étiquette de message, il faut qu'elle respecte cet ordre et c'est pas nécessaire que tous les éléments soient présents dans le message, mais par contre le nom de message il est toujours obligatoire. Donc le premier élément de message, c'est la synchronisation ou bien ce qu'on appelle les prédécesseurs. C'est-à-dire ce sont les messages qui précèdent mon message. C'est-à-dire que pour mon message qu'il soit exécuté, il faut obligatoirement que les messages synchrones ou bien les messages qui précèdent mon message soient exécutés. Donc là, ici on dit que l'envoi d'un message, si et seulement si d'autres messages ont déjà été envoyés. Par exemple ici, pour que le message 3 de séquence S4 soit exécuté, il faut que le message de la séquence A1 et B2
soit exécuté. Le deuxième élément, c'est la condition, bien ce qu'on appelle la garde. Donc, la garde, c'est la même chose que la condition. Donc ici, par exemple, c'est un message conditionnel, ou bien qui admet une condition. C'est-à-dire que le message, pour qu'il soit envoyé de A à B, il faut qu'il vérifie la condition. Le troisième élément, le numéro du message. Donc ici, c'est la séquence. Donc c'est grâce à la séquence qu'on arrive à lire notre scénario dans le diagramme de collaboration. Numéro A, de A à B, message A, qui est après imbriqué à deux autres messages, M2, M5. Et M2, il est aussi... il fait ce appel à deux autres messages, M3, M4 et ainsi de suite. Donc ici souvent cette imbrication, c'est pas toujours donc la séquence c'est pas toujours avec un numéro, mais n'importe quel élément qui va nous permettre d'avoir un ordre, on peut le considérer comme une séquence. Par exemple, on peut utiliser A, B, C, D, on peut utiliser 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour l'itération, c'est-à-dire itération, donc on peut avoir deux types d'itération, soit une itération séquentielle ou bien une itération parallèle. Donc dans l'itération séquentielle, j'ai toujours la syntaxe étoile, clause d'itération, et dans l'envoi parallèle, j'ai cette syntaxe. Donc je peux avoir des messages qui ont envoyé d'une manière séquentielle, c'est-à-dire le premier message qui va être envoyé, il va être exécuté. Après, on passe au deuxième message. Quand le deuxième message est exécuté, on va passer au troisième message. Quand le troisième message est exécuté, on va passer au quatrième message. C'est-à-dire, on ne peut pas passer un autre message jusqu'à ce que le message précédent va être exécuté. Par contre, dans l'envoi parallèle, on peut envoyer l'ensemble de messages à la fois et vont être exécutés à la fois. Donc, c'est ça la différence entre l'envoi séquentiel et l'envoi parallèle. Par exemple, ici, j'ai A et qui envoie des messages d'une manière séquentielle à l'élément B. Donc, maintenant, le nom de message. Donc, le message, il admet trois parties. Donc, soit un message qui va faire le retour d'un résultat, c'est-à-dire j'ai une fonction, qui va me faire retourner un élément, soit il va rien retourner, c'est-à-dire je passe sur une procédure. Donc si le message se forme d'une fonction, c'est-à-dire il va envoyer le résultat, donc ici on va utiliser ce syntaxe, c'est-à-dire le message il envoie un résultat. Comme exemple ici j'ai l'élément A qui envoie un message à B, il retourne un résultat. Par contre, si on parle sur une procédure, c'est-à-dire un élément qui n'envoie aucun résultat, donc ici j'ai un message simple, c'est-à-dire A envoie un message à B, c'est-à-dire j'ai un message sans retour. Donc comme la programmation, une fonction, bien une procédure, elle peut avoir un argument comme il peut avoir plusieurs arguments. Donc par exemple ici, le message A, il envoie l'élément A, il envoie un message avec l'argument x, y à l'objet B.